Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est le débat qui s'est déroulé aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour de la crise migratoire. Beaucoup, à commencer par François Hollande, souhaitent retenir les réfugiés sur place dans les pays riverains de la Syrie, Liban, Jordanie, Turquie, pour leur ménager des conditions de vie plus acceptables ou pour s'en laver les mains et rassurer les xénophobes européens de tout poil. Nous en débattrons. Mais tout d'abord, nous recevons la maman des poissons, la navigatrice écologiste et romancière Isabelle Autissier. C'est juste après l'empreinte digitale de Marc-Antoine de Porrette. En tapant Isabelle Autissier sur Internet, on découvre que vous n'êtes définitivement pas une navigatrice comme les autres. En témoigne ce site avec les dates de votre tournée. Un spectacle, de vagues et de notes. Vous vous produisez d'ailleurs vendredi à Rochefort, en Charente-Maritime. Avis aux salles intéressées par votre représentation, il vous faut un projecteur avec des gélatines de couleur, chaudes et froides. Bon, avant d'être une artiste de cabaret, vous êtes surtout la première femme au monde à réaliser un tour du monde en solitaire en 1991. 139 jours et 4 heures. Ingénieur agronome de formation, vous avez découvert la voile à 6 ans, une passion qui a failli vous coûter la vie. En 1994, vous vous retrouvez prisonnière des vagues après un dématage pendant 4 jours. À partir du moment où l'hélico était là, c'était aussi le signe que les choses étaient abouties, quoi. Bon, j'allais être récupérée, j'avais plus rien à craindre. Je crois que ça fait voir les choses autrement. 5 ans plus tard, vous chavirez et commencez à arrêter les courses en solitaire. Isabelle, vous êtes un drôle de poisson. Sous les écailles, les plumes. Après l'exploration aquatique, la déforestation littéraire. Membre du corps des écrivains de marine, vous publiez plusieurs romans dont le dernier s'appelle « Soudain seul ». Un homme et une femme, un tour du monde, une île déserte, la passion et la solitude, encore. Soudain seul, un titre qui résonne étrangement quelques mois après la disparition d'une autre figure féminine de la voile française, Florence Artaud. La solitude au cœur de votre passion. Dans votre dernière bouteille à la mer sur Facebook, vous nous indiquiez au début de l'été partir naviguer là où il n'y a pas de réseau internet. Mais Isabelle, au-delà de la solitude, qu'allez-vous chercher dans le bleu de l'océan ? Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir. Et bonsoir Isabelle Autissier. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Merci. Une femme, un symbole, une héroïne. Vous êtes un drôle de poisson, est-ce que vous ne seriez pas une langoustine? C'était l'objet de vos études. Oui, oh là là, ça c'est une autre vous faisiez vie de la dont on n'a pas recherche. parlé. C'est qu'au départ, je suis ingénieure halieutique. Voilà. Oui, spécialiste de la langoustine, c'est Oui, ça? j'ai fait pas mal de travail avec les marins-pêcheurs de Bretagne Sud. Et comment elles se portent, les langoustines, au moment de la surpêche mondiale? Justement, elles sont un peu comme tout le monde, elles ont un peu du mal. Hein. Bon, alors on n'est pas là pour parler des langoustines, Isabelle Autissier. On est là et on est ravis que vous veniez chez nous alors que vous arrivez du Groenland, que vous avez parcouru à la voile, pour évoquer, entre autres, ce roman Soudain seul, paru chez Stock au mois de mai avant l'été et qui se retrouve sur la première liste du Goncourt. Génial. Merveilleux. Une Robinsonade, 300 ans après celle de Daniel Defoe. Le numérique en plus, un couple, une armoire à glace, une toute petite femme, Ludovic et Louise, échoués vers les 50e sud, c'est ça, sur une île. Voilà. Ils vont y passer 8 mois, le couple sera mis à rude épreuve et c'est l'instinct de survie qui vous intéressait. Oui, d'abord, c'est des gens ordinaires. C'est des gens qu'on peut croiser là en sortant dans la rue, qui vont tout d'un coup se retrouver dans la nature absolue, j'allais dire, Oui. hein, parce que les 50e sud, moi je les fréquente pas mal, les mers et les terres, et ces terres sont souvent d'une sauvagerie, c'est merveilleux. Hein, C'est au sud du Cap Horn, c'est vers le Cap Horn. Voilà, c'est vers le Ouais. Cap Horn. Ouais. Et donc ces deux personnages, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. Ils sont perdus, complètement perdus. Et évidemment, jusqu'où va l'amour qu'ils se portent, la solidarité des êtres humains. Et quand commence le moment où on se dit, il faut que je me sauve, faut que je sauve ma peau, quoi. Est-ce que ces questions, c'est des questions qui vous hantent depuis 20 ans? Notamment, on a vu dans le reportage en 94, vous avez chaviré. Est-ce que vous avez eu peur? Bien sûr, vous avez dû y penser à ça. C'est un peu différent puisque moi j'étais toute seule et j'allais dire c'est presque plus facile à gérer, je trouve, parce que effectivement on n'a pas ce souci de l'autre où on est dans son truc, voilà. L'autre. Moi j'y étais préparée quelque part parce que quand on part toute seule faire un tour du monde par les mers du Sud, on anticipe quand même un peu sur les ennuis. Ce qui n'est pas leur cas. Ce qui n'est pas du tout le Dans cas votre de mes roman. deux héros. Donc c'est quand même des conditions très difficiles, très, très, très différentes, pardon. On devient très vite un animal doué pour la survie quand on est un couple de bobos plus ou moins civilisés, génération Y. Je veux dire, ils tuent des manchots par dizaines, ils égorgent une otarie, vous ne nous épargnez rien. Oui, non mais j'ai fait exprès, alors c'est pas pour être trash par plaisir, c'est parce que c'est la vie. Ouais. Et Ça ressemblait à ça. évidemment, C'est la au survie, bout de quelques même. heures, ils ont faim. Ouais. Et imaginez-vous dans ce cas-là, c'est ce que j'espère que les gens qui lisent le roman font. Oui, on a faim, alors c'est joli les manchots, c'est vachement mignon et tout le monde a envie de les protéger. N'empêche que dans une situation comme ça,
4 manchots par jour. On redevient un petit peu animal soi-même, parce qu'on est finalement dans une communauté animale. Et on n'a plus cette supériorité, quelque part, que l'homme peut avoir quand il a construit autour de lui toute une société, une civilisation. Là, ils sont à l'égal, pratiquement, des autres animaux. Donc c'est aussi dur psychologiquement. On va passer à vos activités d'activiste écologique, si je puis dire, puisque vous êtes présidente de VVF, ou plutôt WWF, depuis 2009, c'est ça. Tout le monde connaît l'organisation avec le petit panda comme emblème. Voilà. Alors tout le monde connaît. Et alors juste une chose, Paul Watson, qui est à la tête de Sea Shepherd, qui lui est une sorte d'écologiste activiste, disait oui, enfin les gens du WWF, c'est vraiment des bisounours. Alors, après, il a raison ou il a tort? Je pense qu'on n'a pas les mêmes méthodes, c'est clair. Nous, lui, il les prône, les baleiniers, on ne prône pas des bateaux. et les bateaux pirates. Donc je lui laisse son jugement. Après tout, Oui. la planète environnement et la planète écologie est faite de plein de gens différents. Il y a plusieurs manières de militer. Il y a plusieurs manières de militer. Nous, je pense qu'on est une organisation mondiale qui a aussi un rôle. Alors peut-être plus discret, peut-être qu'on n'est pas au premier plan, effectivement, parce qu'on n'attaque pas les gens. Mais est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui, où la maison brûle, et vous êtes la première à le dire, la maison brûle, vous dites, si on continue comme ça, en 2050, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Vous êtes bien placé pour savoir de quoi vous parlez. Est-ce qu'on peut se contenter juste de militer? Est-ce que l'action, la vraie, c'est pas le moment de l'entreprendre? C'est bien qu'il y ait les deux, mais l'action auprès, par exemple, des organismes internationaux, auprès des gouvernements, on se bat sur la pêche profonde, par exemple. Et là, on se bat à Bruxelles. Alors, c'est vrai que c'est pas très démonstratif. Mais vous n'avez pas été... Alors, on a quand même, par exemple, réussi à amener Intermarché à la table des négociations, à leur faire qu'est-ce que adopter un certain nombre de codes de bonne conduite, puis on va continuer, on les lâche pas. Je veux dire, nous, quand on plante les crocs dedans, on les plante vraiment, on les lâche pas. Et c'est vrai que c'est sur du juridique, c'est vrai que c'est sur changer les entreprises, qu'elles se bougent vraiment. changer les gouvernements c'est vrai aussi, que c'est changer les politiques. Changer les politiques gouvernementales, c'est changer les lois à l'Europe. Donc tout ça, c'est du concret, mais j'allais dire, c'est pas... Isabelle Autissier, c'est pas exotique. Est-ce que vous trouvez que la France a joué le jeu et a été formidable sur le plan environnemental quand elle a bloqué en 2014 à Bruxelles l'interdiction qui était possible du chalutage en eau profonde? C'est la France qui a fait capoter le truc. La France a été absolument déplorable. Lamentable. Et absolument lamentable. Et c'est pas fini. Et vous allez nous aider dans ce combat. Mais on va vous aider. Il y a encore des discussions à Bruxelles. Et nous, on souhaite qu'il y ait au minimum que la France s'engage sur ne pas aller au-delà de 600 mètres de profondeur. C'est en plus que à peu près les scientifiques disent qu'il est à peu près intéressant de mettre en œuvre. Donc on se bat avec les ministères pour que la France change de position. Pardon, ça a l'air technique, mais quand on parle de chalutage en eau profonde, on parle de magma de poissons, ce qu'on veut pêcher, ce qu'on ne veut pas pêcher, tous jetés en vrac et qu'on rejette à la mer quand on n'en veut pas. C'est une boucherie et ça massacre absolument tout ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est vrai à n'importe quelle profondeur, mais par contre, les écosystèmes profonds sont beaucoup plus fragiles et sont extrêmement intéressants. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais y compris sur les questions de réchauffement climatique, il y a une influence importante des écosystèmes des grands fonds. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet, et puis ils sont très, très, très fragiles. Alors, plus que Isabelle Autissier, Nadia va évoquer une personnalité extrêmement clivante et qui fait polémique, qui serait écologiste. On ne sait pas. C'est ce qu'elle dit en tout cas. De qui vous voulez parler. Oui, de qui Moi, je ne vois pas. Comme vous, elle a été navigatrice, comme vous, elle a écrit des bouquins, et puis la comparaison s'arrête là. Elle, c'est Maud Fontenoy, on est d'accord. C'est la nouvelle égérie écolo de la droite et de Nicolas Sarkozy en particulier. Elle dit plein de choses, mais elle se dit amoureuse des océans, viscéralement engagée sur la protection de l'environnement depuis plus de 15 ans. Elle pose régulièrement avec du vent dans les cheveux, les pieds dans le varech, etc. Elle jure aimer l'environnement, pas sûr que ce soit réciproque, parce que pour une écolo, elle affiche quand même des positions particulières. Elle est pro-GM, pro-nucléaire, pro-diesel, pro-gaz de schiste. Elle est invitée absolument partout pour donner sa nouvelle version de l'écologie. Est-ce qu'elle vous inquiète, Maud Fontenoy? Est-ce qu'on l'entend trop? Est-ce qu'elle est dangereuse? Alors, elle m'inquiète. C'est un petit peu comme il y a eu la mode des sceptiques sur la question du réchauffement climatique. Vous savez, alors là, voilà, on les voyait sur tous les plateaux qui vous expliquaient que non, il n'y avait pas de problème, que d'ailleurs l'homme n'y était pour rien et que tout ça allait bien se terminer. Bon, et puis quand même, je veux dire, le sérieux, la science, à un moment donné, heureusement, ça reprend le dessus. Alors, bon. Elle peut défendre les opinions qu'elle veut. Moi, Fontenoy boit, la caravane passe. Non, mais juste une chose. Il faut qu'on laisse 80% des ressources de pétrole et de gaz et de charbon dans le sol. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais forcément, de toute façon, quelque exploitation que ce soit qui encourage d'aller piocher du carbone pour le mettre dans l'atmosphère, c'est une catastrophe. Donc, le gaz de schiste, c'est de toute façon une mauvaise idée.
Point barre. CQFD. Sarkozy avait fait le Grenelle de l'environnement, maintenant il est avec Madame Fontenoy. Obama était un espoir, maintenant il veut aller chercher du pétrole en Arctique. À quel moment cessez-vous d'être, sinon bisounours, du moins quelqu'un qui croit pouvoir convaincre les responsables, et à quel moment faut-il partir en dissidence réellement et violemment? Alors, ce qui est bisounours, c'est de croire qu'il suffit de faire une chose pour que ça change. Et qu'il suffit qu'un politique ou qui que ce soit émette une opinion pour que ça y est, tout soit réglé. C'est un combat qui va être permanent. Et quand on s'engage dans ce genre de propos... Je demande pardon, que valent ces gens qui nous gouvernent, qui seront à la COP21? Que valent-ils? C'est nous qui les élisons, donc ils valent pour les messages qu'on arrive à leur faire passer, et ils valent pour ce qu'on les oblige à défendre. C'est nous qui sommes derrière. Donc c'est à nous de nous engager. Si on veut qu'à la COP21, on arrive à quelque chose d'à peu près plausible... La conférence environnementale qui arrive. Voilà. Il faut que nous, les citoyens, nous, les ONG, nous, les villes dans le monde, nous, on se mobilise. Donc on peut se mobiliser avant la COP21 pour que ce ne soit pas l'échec annoncé. Que vous annoncez d'ailleurs. Alors, évidemment, pour l'instant, nous, quand on fait le calcul, on dit qu'il y a à peu près 60% d'engagement, on arrive à plus de 3 degrés. Donc ça ne le fait pas. Oui, il faut 2 degrés. Il faut 2 degrés, il vaudrait mieux 1,5. Ce serait même mieux pour l'ensemble des citoyens du monde. Donc, évidemment, on n'y est pas. Donc, il va falloir pousser. Maintenant, là où on n'est pas bisounours, c'est qu'on ne dit pas la COP21, ça va être le coup de baguette magique et à partir de là, tout ira bien. Ce qu'on dit, c'est que essayons de pousser de toutes nos forces pour avoir le meilleur accord possible. Mais après, c'est que le début, et on va continuer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas, mais on va continuer parce qu'il le faut. Merci Isabelle Autissier. Et nous ne serons plus seuls à continuer. Je rappelle, Soudain seul, chez Stock, votre roman paru en mai, superbe roman sur la survie et pas seulement, et qui est donc sur la première liste du prix Goncourt. Merci encore et place au débat sur la crise migratoire européenne. Pour tarir l'afflux de réfugiés, il faut les retenir dans les pays avoisinants, les zones de guerre. C'est la stratégie de François Hollande qui se rendra bientôt au Liban dans la foulée de David Cameron. Simplette, irréaliste, pertinente. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. La fin du voyage pour ces réfugiés syriens. La police hongroise a fermé la frontière avec la Serbie. Impossible d'aller plus loin. Ils nous disent de passer par une autre frontière, mais nous, on reste ici jusqu'à ce que ça s'ouvre. Un face-à-face tendu. Ces dernières heures, les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour éloigner des migrants. Le long des barricades, c'est un véritable camp de réfugiés qui s'est installé aux portes même de l'Europe. Des campements de fortune comme celui-là, ou des structures plus organisées, souvent saturées, on s'était habitué jusqu'à présent à les voir au Proche-Orient. 4 millions de réfugiés syriens y sont accueillis dans 5 pays, principalement la Turquie, le Liban et la Jordanie. La Jordanie où s'est rendu avant-hier le Premier ministre britannique. How long is that? Who's been here the longest? People been here 2 years, 3 years? أكثر أقدم واحد 3 years as well? 2 years and a half. Rencontre avec des enfants syriens qui grandissent sous la tente. Mon pays contribue à financer les écoles ici. Mais un jour, nous voulons que vous ayez la possibilité de retourner à la maison. Financer des camps au Proche-Orient, retenir et accueillir les populations de réfugiés dans leur région pour contenir l'afflux de migrants en Europe, c'est une des solutions avancées par la Grande-Bretagne et la France. Seulement, ceux qui prennent le chemin de l'exil souhaitent souvent poursuivre plus loin. On nous force à rester ici. Merci à la Turquie, mais nous, on veut partir. Face à cette soif d'Europe, peut-on vraiment retenir les réfugiés au Proche-Orient ? Raphaël Pitti, bonsoir. Vous êtes médecin de guerre, de retour de Syrie. Vous êtes rentré il y a 10 jours de votre 13e séjour en Syrie où vous formez des soignants syriens, des médecins, des infirmiers, mais surtout des médecins à la médecine de guerre. Et vous considérez qu'il faut aider la Turquie pour qu'elle bloque le flux des migrants plutôt que de les laisser partir dans les pires conditions humanitaires. À côté de vous, Philippe Leclerc, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes représentant du Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés en France. Et selon vous, si les migrants quittent les camps de réfugiés, c'est parce que la vie est devenue beaucoup trop douloureuse et précaire. Ils ne rêvent pas de venir chez nous. À côté de vous, Nicolas Hénin, bonsoir. Vous êtes journaliste. Et selon vous, ce dont ont besoin les Syriens, ce ne sont pas des bombardements de la coalition, mais ce sont plutôt des zones, des villes exemptes de bombardements.
On démarre avec une question d'un de nos spectateurs, Oui, Nadia, justement. en 28 secondes, à Nicolas Hénin. Oui, la voici. Les bombardements annoncés par la France peuvent-ils tarir l'exode des Syriens, comme semble le croire François Hollande? Nicolas Hénin, est-ce qu'il suffit de taper sur Daesh pour stopper cet exode des Syriens? C'est ça la solution? En aucun cas, et de toute façon, c'est même pas ce qui est prétendu. Il y a une certaine concomitance entre cette crise des migrants et cette intervention, enfin ces bombardements annoncés, mais il s'agit avant tout d'objectifs sécuritaires. L'objectif, c'est avant tout de frapper en Syrie des cellules de Daesh qui prépareraient des attentats sur le sol français. C'est la lutte contre le terrorisme. Purement. Avec des effets dont on pourrait discuter, mais là, pas en 28 secondes. Ni 28 minutes. Claude. Nicolas Hénin, je rebondis sur ce que vous dites. Si on bombarde simplement pour des objectifs sécuritaires, ça veut dire que les puissances occidentales, la France en tout cas, ont renoncé à rétablir la paix en Syrie. On ne veut pas de ces gens-là, on ne veut pas intervenir chez eux. Est-ce que c'est une situation qui peut durer longtemps ? Ça peut durer malheureusement très longtemps. On est en Syrie sur une situation qui est gelée, avec des acteurs qui sont relativement faibles, qui sont divisés, qui tiennent en grande partie grâce à leur soutien étranger dans tous les camps, mais qui sont intrinsèquement assez faibles. Et donc on a une compétition dans laquelle personne ne peut l'emporter de façon décisive, sachant qu'il y a par ailleurs un blocage diplomatique dans tous les sens. On est vraiment dans une situation de blocage. Alors, Raphaël Pitti, vous étiez en Syrie. Qu'on voit bien la situation. 23 millions d'habitants en Syrie, 7,5 millions de déplacés à l'intérieur donc des frontières et plus de 4,5 millions de réfugiés syriens à l'extérieur, dans les pays riverains, c'est ça? Oui, c'est ça. Turquie, Jordanie, Liban. C'est ça. On compte à peu près 2 millions pour ce qui concerne globalement. Sous le contrôle de l'UHCR. Oui. On est 2 millions en Turquie, on est à peu près 1,5 million en Jordanie, on doit être autour de 800 000 à peu près au Liban, globalement. C'est juste un peu l'inverse, c'est 1,2 million au Liban et 600 000 en Jordanie. Pour revenir sur un flot de réfugiés qui est amené à se perpétuer? Non. Parce que la situation ne s'améliore pas, ou est-ce qu'on est stagnant maintenant? Non, c'est absolument stagnant maintenant. D'accord, il n'y aura pas plus de réfugiés, pas plus de déplacés. Il est impossible actuellement de sortir de la Turquie comme des autres pays depuis un certain nombre d'années maintenant, au moins 2 ans. On ne sort plus du tout. C'est pour ça que j'ai souvent comparé la Syrie aujourd'hui à un camp de concentration. On peut se sauver éventuellement par la mer, d'accord, pour quelques-uns. Il y a eu la sortie de Kobané l'année dernière, mais depuis on ne sort pas. On ne sort absolument pas. Comment vivent les déplacés, les 7,5 millions de déplacés? À quoi ressemble la vie quotidienne de tous ces déplacés qui ont dû quitter leur maison, les enfants ne peuvent plus être scolarisés? Enfin, à quoi ça ressemble? Une grande partie se retrouve un peu dans les villages, dans les villes, etc., qui sont moins sujettes au bombardement. Ils sont eux-mêmes réinstallés dans des appartements qui sont vides, d'ailleurs. Lors de mon dernier séjour, il n'y a pas de souci d'appartement à Alep. Il y a suffisamment de maisons vides et il y a suffisamment de femmes pour se remarier, éventuellement pour les hommes. Je raconte une anecdote, mais qui est réelle. En tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc, pas de souci pour se réinstaller quand on se déplace. Une grande partie se retrouve dans des camps le long des frontières. Comme le camp d'Atmé, par exemple. Ils sont plus de 40 000 là, dans le camp d'Atmé, pour lesquels ils ne survivent qu'avec l'aide humanitaire qui leur est apportée, en particulier qui vient de Turquie. Et il n'y a pas, bien entendu, de soutien sanitaire. Et l'organisation avec laquelle je suis, l'USSM, elle a mis en place des structures sanitaires pour ces camps. D'accord. Alors, le chiffre du jour pour Philippe Leclerc, Claude? 12. Comme 12 euros. 12 euros, c'est ce que reçoivent par mois et par personne les réfugiés syriens qui vivent dans les camps au Liban. 12 euros par mois et par personne, c'est ce qui est donné par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Philippe Leclerc, je suis désolé, mais vous représentez l'ONU. Quel est le dingue qui, dans un bureau, a décidé qu'on pouvait vivre avec 12 euros par mois? Mais vous savez que ces 12 euros, ils ne sont même plus versés. C'est ça qui est encore plus dramatique, que le PAM a dû Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial, qui fait partie des programmes des Nations Unies qui interviennent au Liban, en Jordanie, à aider les réfugiés. Le signal qui a été donné déjà il y a 8 mois, c'est que 90% de ceux que donne le PAM, ils ne le donnent plus. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que la première raison pour laquelle les réfugiés arrivent aujourd'hui en Grèce, 5 000 par jour, c'est ce que vous avez décrit dans un premier temps. C'était la situation désespérée de la Syrie avec aucune perspective de paix et avec une partie qui est totalement détruite. Alep est très détruite, Homs est détruite. Donc même si on voyait une solution poindre, une solution politique, de toute façon, il faudra
des années pour reconstruire une partie du pays pour que les gens puissent rentrer. Il y a Damas qui en partie n'est pas détruite, mais toutes les autres villes importantes du pays sont détruites. Et quand on sort de les réfugiés, dans les camps, et alors les réfugiés, ils voient ça, donc parce qu'ils sont très attachés à leur pays, quelle que soit d'ailleurs l'ethnie, la religion. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans avant de venir à Paris comme représentant adjoint à Damas, lorsque c'était la Syrie qui accueillait 700 000 réfugiés irakiens. Aujourd'hui, ceux qui quittent le Liban, la Turquie, la Jordanie, à travers le voyage périlleux qu'ils font pour arriver à Kos et à Lesbos, c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir de retourner rapidement dans leur pays et c'est parce que les programmes humanitaires ne sont pas financés 41% seulement des besoins. Pourquoi Et parce que les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, les pays du Golfe ne font pas suffisamment pour épauler le Liban qui accueille sur son sol un tiers de sa population. La Turquie, 1 800 000 réfugiés, c'est le plus. Et bien sûr, c'est et le signal de, vous disiez 12 € par jour, mais par mois. Par mois. 40 centimes par jour. Bien sûr. Mais ils ne sont même pas donnés. Et donc ce signal est vraiment pour beaucoup dans le départ, pas des plus vulnérables, parce que les vulnérables, ils n'ont même pas la possibilité de payer les 4 000 € nécessaires. Mais ceux qui ont les réserves financières pour se dire que la précarisation est totale dans les pays de premier asile, l'espoir de retour n'est pas pour demain, et donc il faut sauver sa famille, sauver son futur et aller dans les conditions que l'on sait en Europe. C'est pour ça qu'ils arrivent chez nous. Raphaël Pitti, on a vu tout à l'heure des magnifiques images de M. Cameron, l'homme qui ne voulait pas de réfugiés chez lui au Royaume-Uni. Finalement, il en prendra quand même. Montrer à quel point le Royaume-Uni était gentil, il y avait des petits écoliers tout propres. C'est ça la réalité des camps, ou est-ce qu'on nous a montré une image de propagande occidentale et en réalité, ce sont des endroits, des mouroirs à ciel ouvert? Il faut imaginer, je ne sais pas, il faudrait montrer aux spectateurs un peu ce que c'est que le camp de Zaatari avec 180 000 personnes en plein désert, pour comprendre que depuis 4 ans et demi, les gens sont à l'intérieur de ce camp, ils ne peuvent pas sortir de ce camp, ils ne peuvent pas sortir, ils ne travaillent pas. C'est ce qu'on voit là. Ben voilà, c'est comme ça, c'est en plein désert, ça fait 4 ans et demi que ça dure. Que des enfants sont nés dans ce camp, les enfants sont que ça. 4e ville de Jordanie aujourd'hui. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de possibilité, pas de futur pour ces gens. Pour sortir, il faut avoir une autorisation. Vous pouvez avoir une autorisation pendant 12-24 heures. L'UHCR leur a retiré leurs papiers. Ils n'ont que des cartes de réfugiés. Ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de travailler. S'ils sont surpris à travailler en dehors du camp, ils sont renvoyés en Syrie. Voilà ce que c'est. Qui gère ce camp? L'UHCR. 180 000 personnes qui sont là. Il y en a 2 comme ça. Avec les pressions sécuritaires du gouvernement jordanien, évidemment. Alors, cette gestion, ce n'est pas le LCR qui a choisi de les mettre dans les conditions. Oui. Et de les renvoyer en Syrie, si jamais... Encore moins. Le principe de non-refoulement, c'est une violation du droit international que de renvoyer des personnes en Syrie. Mais néanmoins, ça a lieu. Oui, il faut le dénoncer, et on le dénonce quand les gens sont... À la fois, ils sont empêchés, effectivement, d'entrer en Jordanie et dans d'autres pays aujourd'hui, alors que tous ces pays ont gardé leurs frontières ouvertes pendant très longtemps, mais sans, encore une fois, l'assistance nécessaire de l'ensemble du monde pour les aider à le faire. Et donc, il y a une responsabilité très grande des États qui doivent aider des pays comme le Liban, la Jordanie et la Turquie et l'Irak, voire l'Égypte qui reçoit également des réfugiés, à le faire. Sinon, les gens vont continuer et c'est leur intérêt de protéger leur vie, leur famille et de continuer vers l'Europe. Je voudrais juste intervenir à ce niveau-là. Aider, bien entendu, mais il n'y a pas d'avenir pour eux. Ce n'est pas le Liban qui pourra donner du travail à ces millions de personnes. Et donc, ce qu'ils ont besoin, c'est de se construire un avenir. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de prospérer, ils ont besoin de se projeter dans quelque chose. Donc, n'importe lequel des pays dans lesquels ils se trouvent, ils n'ont aucune perspective d'avenir et on ne leur en donne pas. On ne leur dit pas que demain, la guerre va cesser, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, on parlait des enfants tout à l'heure, certains qui sont nés dans les camps, qui n'ont connu que cette situation. Nadia, stress post-traumatique et conditions générales de vie des enfants, c'est l'apocalypse? Absolument, et c'est vrai que cette question du sort des enfants, elle est cruciale. La photo du petit Aylan, ça nous l'a violemment rappelé, même si des photos d'enfants morts, il y en a eu des centaines pour qui voulaient les voir. En tout cas, ces derniers mois, il y a eu plusieurs ONG qui ont publié des rapports très très alarmants sur les conditions d'accueil et de vie des enfants. D'abord, il y a bien sûr la question de la scolarisation.
de ces enfants-là. 700 000 enfants syriens réfugiés au Liban et en Turquie ne vont plus à l'école. Il n'y a pas eu de rentrée. Les capacités d'accueil sont dépassées depuis très très longtemps. Plus grave encore, ces enfants commencent à représenter une main-d'œuvre à bas prix, c'est-à-dire que le travail des enfants se développe de plus en plus dans ces pays d'accueil. En Jordanie, par exemple, près de la moitié des enfants des réfugiés syriens sont les principaux soutiens de leur famille. Et pour cause, seul 1% des adultes réfugiés peuvent travailler en Jordanie. Dans les rues de Beyrouth, au Liban, les enfants cirent des chaussures, les petites filles vendent des roses, des mouchoirs. En Turquie, ils travaillent aussi, ils mendient parfois, et parfois également se prostituent, sans compter que, faute de moyens et parfois de volonté, le traumatisme psychologique de ces enfants, qu'on imagine évidemment, n'est pas pris en charge. Nicolas Hénin, est-ce qu'en les incitant, ces enfants, ces familles à rester là-bas, on est en train de sacrifier une génération entière? De toute façon, à chaque fois qu'il y a un conflit, il y a une génération sacrifiée. Ça, on l'a vu dans tous les conflits majeurs. À chaque fois qu'il y a des drames humanitaires de grande ampleur, avec destruction de pays, destruction de sociétés. Et c'est bien de ça dont on est en train de parler aujourd'hui avec le conflit en Syrie, mais aussi on pourrait d'ailleurs en parler en Irak. On a une société qui est détruite. Et ça, l'Europe n'en prend pas la mesure détruit en tant que pays. Donc il n'y a pas seulement l'État qui est détruit parce que les États irakiens, syriens n'existent plus guère, mais on a des sociétés qui sont détruites avec toute l'infrastructure de santé, Raphaël Pitti pourra en parler, toutes les infrastructures sociales, le vivre ensemble, l'administration et évidemment tout ce qui s'occupe des enfants. Philippe Leclerc, est-ce qu'il serait envisageable de réformer ces camps de réfugiés pour en faire des endroits viables? Alors j'aimerais juste vous rappeler que pour les 1 200 000 réfugiés qui sont au Liban, ils ne sont pas pour la plupart dans des camps de réfugiés parce que le Liban abrite des populations réfugiées depuis très longtemps et notamment les réfugiés palestiniens et les ont mis dans des camps fermés où les personnes n'avaient pas le droit de travailler. Il y a un monde qui s'est créé, y compris un monde terroriste qui s'est développé et la première chose que les Libanais nous ont dit, nous ne créerons pas de camp pour les réfugiés syriens. Ce qui veut dire que les 1800 municipalités, villages et villes de ce pays reçoivent un tiers de leur population qui sont des réfugiés. C'est les 1800 villes et villages qui reçoivent. Ce ne sont pas des... Ça se passe comment? Les Libanais accueillent comment les Syriens? Si vous connaissez un peu le Liban, bien sûr, à tout ce qu'on a dit sur la pression sociale, sur les hôpitaux, sur les écoles, sur l'emploi, s'ajoute également la sécurité et le fait que la Syrie a eu une action d'occupation dans ce pays, que le Hezbollah agit dans le conflit syrien et que, alors les scénarios ils sont multiples, mais un scénario qui n'est pas si catastrophe que cela, mais qui est tout à fait envisageable, c'est aussi que le Liban, qui a survécu à beaucoup de crises, et lorsqu'on lit la presse, on a l'impression que le lendemain c'est toujours la crise au Liban, mais la situation est suffisamment explosive qu'on puisse imaginer que là, ce ne sera pas quelques milliers qui arrivent par jour en Europe, et je ne veux pas faire de catastrophisme, mais c'est un scénario tout à fait possible que à la fois les réfugiés syriens qui y sont, les Libanais doivent à un moment aussi s'exiler parce que la situation est aussi grave que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, on évoque le Liban, on évoque la Jordanie, on évoque la Turquie qui accueillent, comme ils peuvent, bien ou mal les réfugiés. Quid des pays qu'on appelle les pétromonarchies, les pays du Golfe? Et c'est le moment de poser cette question, faut-il fesser le Qatar? Comme d'autres roitelets des pétromonarchies, Koweït, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis ou Bahreïn, le riche émir du Qatar n'a pas levé un petit doigt diamanté pour accueillir ses pauvres frères arabes fuyant la guerre civile et Bachar el-Assad. Lalali pour Al-Thani, c'est Bang Bang de Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Faut-il détrôner Tamim Ben Hamad Al Thani? Tamim Ben Hamad Al Thani est depuis 2 ans le jeune émir du Qatar. Une micro-plutocratie à l'invraisemblable ratio superficie-notoriété. Sa fortune royale, la 7e mondiale, lui offre le monde et au-delà. Mais lorsqu'il s'agit d'accueillir des réfugiés, le suzerain du désert se carapate comme un renard des sables. 133 réfugiés, toutes nationalités confondues, ont été accueillis au Qatar en 2014. Des réfugiés qui n'en sont pas vraiment puisque le Qatar n'a pas signé la Convention internationale de 1951 qui a créé le statut de réfugié. En revanche, le pays accueille volontiers des légions de petites mains asiatiques, 90% de sa population, pour construire ses hôtels et ses stades. Dans ce petit pays de pêcheurs, devenu numéro 1 du PIB par habitant grâce au gaz naturel, pouvoir et lucre sont au sommet de la chaîne des valeurs.
Tamim, installé sur le trône par son papa en 2013, qui en avait chassé le sien en 1995, qui en avait chassé son oncle en 1972, a la charge d'entretenir l'esprit familial, se faire des amis partout dans le monde. Amitié pour les printemps arabes, copinage avec les islamistes, camaraderie avec les Américains, investissement dans le Rafale, le PSG, la Coupe du Monde. Tout est bon dans le soft power. Et si la frontière qatari reste fermée aux Syriens, les fonds alloués à la crise par l'émir qui aimait le chèque inondent les ONG onusiennes. Un humanisme à 8 chiffres. Philippe Leclerc, je vous regardais attentivement ce reportage, ce sujet de Thibault Nolte. Pourquoi les pays du Golfe n'accueillent pas de réfugiés? Alors effectivement, il y a des raisons juridiques, mais elles ne sont pas les plus importantes, puisque le Pakistan non plus n'a pas ratifié la Convention de Genève de 1951, et longtemps il a accueilli jusqu'à 3 millions de réfugiés afghans. Donc ce n'est pas une question juridique, oui, c'est pas vraiment ça, c'est une question de volonté de la part des États du Golfe. Alors c'est en même temps vrai qu'il y a un grand nombre de travailleurs migrants également syriens qui sont présents en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Plutôt d'ailleurs que de nous épuiser à convaincre les États du Golfe à ratifier la Convention, ce qu'il faut faire, c'est régulariser le statut de travailleurs de ces personnes pour qu'elles ne soient pas inquiétées et renvoyées vers la Syrie. Et que l'Europe applique elle-même cette Convention. En effet, là on pourra y revenir. Mais les autres moyens quand même des pays du Golfe d'aider, même si c'est très disparate, le Koweït, il faut le signaler, et l'Arabie Saoudite. Le Koweït est le deuxième contributeur à la réponse financière qu'on a vu qui est extrêmement nécessaire pour aider les pays de premier accueil. Mais il faut faire bien plus et le haut-commissaire est très souvent à Abu Dhabi et dans d'autres capitales du Golfe pour les convaincre de financer davantage les programmes. Nicolas Hénin, que va faire François Hollande au Liban ? Essayer de mettre un peu de pommade, je pense. Sur qui ? Sur ce pays qui a une proximité diplomatique très proche avec la France et qui est aujourd'hui tiraillé avec une crise politique à l'intérieur et puis les pressions, notamment communautaires, importées par ces réfugiés, dont la plupart sont des sunnites, mais on a aussi avec l'implication du Hezbollah libanais dans le conflit, qui est co-belligérant aux côtés de Bachar el-Assad, eh bien, on a aussi des répercussions et des réfugiés chiites qui viennent au Liban. Raphaël Pitti, la crise des migrants, la crise syrienne affecte les pays voisins, donc le Liban, la Jordanie. C'est en train d'affecter aussi l'équilibre même de l'Europe, qui a rarement été aussi fracturé sur ses principes mêmes. La grande angoisse des dirigeants européens, c'est de maintenir ces réfugiés syriens en Jordanie, au Liban. Est-ce que nous pouvons y arriver? Qu'est-ce que nous pouvons donner à la Jordanie, au Liban, aux réfugiés pour qu'ils restent là-bas et ne risquent pas leur vie pour venir chez nous, puisque, paraît-il, nous n'en voulons pas? Ça représente une infime portion. Les migrants qui veulent arriver en Europe, c'est rien par rapport à la capacité de l'Europe pour accueillir. Ça, il faut bien se le dire. C'est 0,01% de la population. Oui, c'est ridicule, vraiment. C'est ridicule. Et ce ridicule-là est capable de faire exploser l'Europe. La manière dont c'est géré est scandaleuse, la manière dont est géré le problème. Et quand on voit ces flux de migrants sur les routes, on a l'impression de revoir des images de 39-45 pendant la guerre mondiale, ou avec le déplacement de ces populations. C'est inimaginable de penser... Alors que ce sont des nombres ridiculement inférieurs. Oui, et puis nous sommes censés être des pays organisés, nous sommes censés être des pays à haut niveau technologique. Alors laisser des migrants comme ça se déplacer sur les routes, rentrer dans des gares à 12 000, vouloir forcer des frontières, etc., pour une Europe qui est dite unique et organisée, c'est scandaleux de le faire, c'est scandaleux. Et donc, il me semble que, véritablement, il manque un capitaine dans ce bateau Europe. On n'a pas de chef dans cette histoire. Merkel essaye alors, le capitaine, alors, ça n'est pas un capitaine, c'est un pape. Alors, il se trouve qu'on voudrait vous faire entendre un extrait d'une déclaration du pape. En portugaise, une des raisons des réticences européennes quant à l'accueil des migrants, c'est la question sécuritaire, puisque ces migrants, ces réfugiés viennent du pays de Daesh et du pays du terrorisme. Est-ce qu'il n'y aurait pas parmi eux, mais est-ce qu'il n'y aurait pas parmi eux des terroristes déguisés? C'est pas seulement une question de fachos, de gens qui ne veulent pas des réfugiés. Même l'homme le plus généreux du monde, le pape François, qui demande aux paroisses catholiques d'accueillir des réfugiés, a donc évoqué cette question. Une réponse à une radio portugaise. On écoute le pape François, on réagit. À seulement 400 km de la Sicile, il y a un groupe terroriste incroyablement cruel. Il y a donc un danger d'infiltration. C'est vrai. Le pape
Raphaël Petit parlait de la proximité. Ces gens que vous souhaitez nous voir accueillir, est-ce que parmi eux, il y a des gens qui peuvent nous apporter la mort? Est-ce qu'il faut le savoir? Mais bien sûr. C'est bien évident. Dans les camps de l'UHCR, lorsqu'on regarde par exemple en Jordanie, ils passent tous par ce qu'on appelle le carré. C'est une zone en plein désert dans laquelle les réfugiés syriens passent obligatoirement. Là, ils ont un examen médical. Ils sont aussi, on les interroge un peu sur leur provenance. On prend leurs empreintes digitales, etc. Et on leur donne une carte de réfugié, on leur retire leurs papiers. Or, ce n'est pas ce que nous sommes capables de faire. Pourquoi est-ce que ça ne se met pas en place? Pourquoi est-ce que ces réfugiés peuvent errer dans toute l'Europe de cette manière? Pourquoi peuvent-ils rentrer sous les frontières, sous les barrières des frontières? Pourquoi laisse-t-on faire alors que certainement il y en a quelques-uns parmi eux? Donc il semble nécessaire de mettre en place des centres d'accueil, d'accord? C'est nécessaire. Il faut un chef qui soit bien identifié pour l'ensemble de l'Europe, qui organise cela. Il n'est pas nécessaire de vouloir d'un seul coup imposer des quotas acquis de droit. On les met d'abord dans un centre et on fait ce que fait l'UHCR. Dans les autres pays où elle gère ses camps, c'est à partir du camp que chaque réfugié demande le pays dans lequel il veut être accueilli. Juste un dernier mot de conclusion, Nicolas Hénin. Je contredirais un petit peu Raphaël Petit sur ce point. Il me semble que les spécialistes des milieux du renseignement ont tendance à pondérer beaucoup ce risque d'infiltration terroriste, à dire que ce serait un moyen extrêmement coûteux et pas très intéressant, efficace d'infiltration pour des djihadistes, sachant qu'un certain nombre de ces djihadistes viennent de chez nous, ont des passeports de nos pays, ils ont des moyens d'agir, ils n'ont pas besoin d'aller faire des milliers de kilomètres à pied qui poseraient problème. Un débat que nous reprendrons ici prochainement, j'imagine. Merci à tous les trois. L'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin. Deux points de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité. Ce sera après Désintox, la brigade de vérification des faits. Ce soir, nos camarades, toujours sévères mais toujours justes, regardent comment la menace du Brexit aurait été agitée un peu comme une muleta dans les médias à l'aide de sondages mal interprétés. Brexit or not Brexit. Le British Exit, autrement dit la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, est-il un scénario de plus en plus probable? C'est du moins ce qu'ont laissé croire plusieurs médias ces derniers jours en relayant un sondage historique qui donnerait le vote en faveur d'une sortie de l'UE victorieux d'une courte tête. Pour la première fois, la Grande-Bretagne voterait pour sortir de l'UE, titre la dépêche AFP reprise un peu partout. À moins de 2 ans du référendum sur le maintien ou non du pays dans l'Union européenne, cette défiance du peuple pourrait inquiéter David Cameron, défenseur d'un maintien de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Mais si nous regardons précisément les chiffres, ce revirement est loin d'être aussi historique qu'on l'a présenté en France. D'abord, la sortie de l'UE n'obtient que 51% des suffrages et le maintien 49%, selon le dernier sondage de l'Institut Survation. Sur ce type d'échantillon, les sondeurs reconnaissent que la marge d'erreur est d'environ 1%. Surtout, ce n'est pas du tout une première. En novembre dernier, un sondage montrait déjà que les partisans d'une sortie de l'Union étaient plus nombreux. Et selon différents instituts, cette opinion était majoritaire dans toutes les enquêtes de 2012 à 2013. C'était aussi le cas dans les années 80. Interrogé par Désintox, l'AFP nous a précisé qu'il fallait comprendre que ce résultat était une première depuis l'officialisation du référendum sur la sortie de l'UE le 27 mai dernier. Visiblement, les médias français n'ont donc pas bien compris. Voilà, merci Désintox. C'est l'heure de nos deux garçons dans le vent, l'historien, le journaliste qui débusque des faits, des informations décalées. Bonsoir, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, Xavier Mauduit. Alors vous, c'est le présent grâce au passé. Une actualité, ça date de lundi. Tony Abbott, le Premier ministre australien, Xavier, conservateur, climato-sceptique, misogyne, épouvantable, raciste, gaffeur fou, un espèce de Donald Trump sans l'artiche, a été débarqué par les siens, ostracisé. Et quand vous entendez le mot ostracisé, tout de suite, ça vous fait penser à quoi? Ah bah la Grèce antique. Oui, hein. bien sûr. C'est intéressant parce que Tony Abbott avait contre lui l'opposition travailliste, c'est normal, il est conservateur, mais il a réussi à se mettre à dos son propre parti. Ça, c'est fortiche. Hein. Alors les jeunes diraient de lui, c'est un bolos. Un bolos. Un bouffon. Un naze, oui. Oui, c'est un gros nul, quoi. Hein. Pas mais un un bouffon. petit bolos. Tout petit bolos. Mais parce que là, on va partir ce soir à Athènes, en 417 avant Jésus-Christ, pour rencontrer un hyper bolos. Et puis, on va en profiter en même temps pour casser de la vaisselle. Bien sûr. Oui, parce que vous le savez, les Grecs utilisaient des petits morceaux de poterie pour écrire le nom de la personne qu'ils voulaient voir disparaître de la cité. Ils voulaient ostraciser. Voilà. Ostracisé, donc banni de la cité. Plutarque nous rapporte qu'en 417 avant Jésus-Christ, 2 généraux athéniens, plutôt très en vue, Nicias et Alcibiade, ont été victimes d'une procédure d'ostracisme.
terrible. Alors, cette procédure d'ostracisme, elle a été mise en place par un troisième bonhomme, un démagogue d'origine assez modeste, qui s'appelait Hyperbolos. C'est son vrai nom, Hyperbolos. Ouais, c'est magnifique, j'adorerais m'appeler Hyperbolos. Ouais. Et alors, bon, ça n'a pas marché, bien sûr, parce que Nikias et Alcibiade ont oublié leur rivalité, ils se sont associés, et ben celui qui a payé les pots cassés... C'est le centriste. Et ben voilà, c'est ça, c'est Hyperbolos qui a été banni. Je crois qu'on peut parler de mégabolos. Alors, il a été bolossé même. Il a été bolossé, oui, on peut trouver des mots comme ça, des petits barbarismes, j'aime beaucoup. Un petit détail intéressant quand même, Hyperbolos est le dernier dans l'histoire grecque à avoir subi l'ostracisme. Et Plutarque nous donne la raison, il dit, c'est parce que peu à peu, la personne qui était victime de l'ostracisme en tirait un certain prestige. Alors on a préféré effacer ce symbole. Symbole, en grec, c'est symbolos. Symbolos. Voilà, décidément, l'argot fait partie de nos vies. L'argot, s'il passait encore il y a quelques années pour un langage peu élégant, fait aujourd'hui partie intégrante de notre vie. Et s'il ne tenait qu'à moi, on l'enseignerait aux enfants dès leur âge le plus tendre. Professeur Russenot. Comment le bolos il s'est fait zlataner. Bien, Claude. Jean-Mathieu. Oui. Alors, Jean-Mathieu, oui. Elton John a appris que Vlad l'Empaleur en voulait aux homosexuels. Exactement. Et Elton John s'herbifait. C'est incroyable, puisqu'en ce moment, vous savez, Vladimir Poutine est particulièrement sollicité. Hein, c'est vrai, crise en Syrie, crise en Ukraine, crise économique. Il était donc très important pour lui de rencontrer Elton John. Alors, on ne connaît pas encore la date de la rencontre, mais ça paraît improbable quand même de se dire que l'une des plus grandes icônes gays va rencontrer le président qui soutient des lois contre la propagande homosexuelle dans son pays. C'est improbable. Et pourtant, hier, sur son compte Instagram, Elton John a publié 7 photos de Vladimir Poutine, très Pierre et Gilles à peu près, où il dit dans un petit commentaire à côté « Merci au président Poutine de m'avoir parlé au téléphone. Hâte de vous voir pour évoquer le droit des homosexuels en tête-à-tête avec vous. » En tête-à-tête. Et oui, c'est étonnant quand même. Mais c'est vrai qu'il y a 3 jours avant, sur la BBC, Elton John avait dit « J'aimerais bien rencontrer Vladimir Poutine pour lui faire changer d'avis sur les gays. Bon, mais j'ai pas trop d'espoir pour ça. » Il rentre chez lui et là, coup de téléphone, « Allô, c'est Vlad. » Incroyable quand même. Bon, alors bien sûr, le Kremlin a tout de suite dit non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de coup de téléphone entre Vladimir Poutine et le chanteur de Candle in the Wind. Alors qui dit vrai, qui dit faux? Et surtout quand même dans cette histoire, pourquoi Vladimir Poutine a le numéro d'Elton John dans ce répertoire? C'est quand même ça qui paraît assez incroyable. Alors en fait, tout ça sera un coup de pression de la part d'Elton John parce qu'il est de plus en plus impliqué dans la défense des droits des homosexuels et il aimerait bien voir la situation évoluer en Russie. Rappelons tout de même qu'au mois de juin dernier, il y a encore 3 hommes qui ont écopé de 10 jours de prison pour avoir tenté d'organiser une Gay Pride, ajoutant leur nom sur la longue liste d'homophobie d'État en vigueur en Russie. Mais alors si le Kremlin a dit, oui bon, il n'y a pas eu d'appel, mais par contre une rencontre serait peut-être possible. Et c'est là où on imagine tout de suite Vladimir Poutine, main dans la main, quand même, avec Elton John au fin fond des forêts sibériennes en train de chanter Nikita. J'avoue que là, le cliché serait vraiment historique. Claude ? C'est le moment de chanter. Je ne connais pas cette chanson. L'histoire du numéro de téléphone, c'est peut-être que Poutine était dans un club où un type avait laissé le numéro de téléphone privé d'Elton John sur le mur. Vous me semblez très bien renseigné. Bah oui, voilà, c'était en haut à gauche. Merci mes amis, merci Claude pour vos hypothèses folles. 28 minutes est terminé. Merci Nadia, mon chou. À suivre sur l'antenne, Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, maçon et instit dans Mademoiselle Chambon. Ça se corse à 23h25 avec Laetitia Casta, en latex, aux côtés de Benoît Poulvorde, dans une histoire d'amour. À demain 20h05. Tchuss, bis morgen.